Bon, donc il est 20h, on va pouvoir commencer cette conférence virtuelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore notre cycle de conférences, c'est un cycle qui se renouvelle tous les à peu près 2 mois et demi, où on essaie d'aborder des sujets liés au risque en santé. Alors exceptionnellement aujourd'hui, mais j'espère que ce sera pas c'est la première fois, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière, on a un thème qui est consacré aux chirurgiens dentistes. Donc voilà. Donc personnellement, moi je suis Marie-Christine Moine, donc médecin à la prévention médicale, gestionnaire de risque entre autres, mais je ne vais pas beaucoup intervenir aujourd'hui, juste pour vous parler un petit peu du mode d'emploi de la conférence, et puis après je laisserai mes deux consoeurs se présenter. Donc la conférence, elle démarre donc dès maintenant. Vous êtes donc connectés pour ceux qui sont là, merci. Sachez que donc la conférence va durer 1 heure. Vous pouvez à tout moment intervenir en tapant vos messages ou vos questions dans le cadre qui vous est réservé, et bien évidemment, on y répondra. Le modérateur prendra les questions au fur et à mesure qu'elles viennent, ou bien au moment opportun dans la présentation, de sorte qu'on ne perturbe pas trop le déroulement. Si par hasard certaines questions n'étaient pas, on n'avait pas pris ces questions, ne vous inquiétez pas, on garde ces questions en réserve et on pourra y répondre dans un deuxième temps lorsque la vidéo sera diffusée en différé. Donc, comme je vous le dis, la vidéo peut être reconsultée évidemment une fois qu'on aura fini. Elle pourrait être consultée en différé d'ici quelques temps et donc disponible ensuite sur le site. Donc voilà, je vais laisser mes deux collègues se présenter, puis je vais leur donner la parole pour qu'elles démarrent cette conférence virtuelle. Mesdames, c'est à vous. Merci. Bonjour, je suis Elena de Harvan et puis nous avons le plaisir, donc chirurgien dentiste à la MACSF, et nous avons le plaisir d'accueillir Scarlett Agbogodo, stomatologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je vais vous laisser vous présenter et puis nous dire dans quelle mesure vous êtes confronté justement à ce problème de détection des cancers de la cavité buccale. Alors effectivement, je suis stomatologue et j'ai une activité qui est principalement orientée vers les maladies de la muqueuse buccale et donc avec effectivement le dépistage ou la détection de cancer de la cavité buccale, entre autres. Très bien. Alors je crois que vous vouliez commencer votre présentation par des rappels. Alors, quelques rappels avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels et quelques chiffres. Tout d'abord, la définition d'un cancer, c'est une prolifération anarchique de cellules anormales qui peuvent s'étendre au tissu voisin et s'aimer à distance. Et cette cellule cancéreuse, elle devient immortelle et elle a un développement infini. Elle va échapper à tout contrôle de défense et voilà, et donc je vous montre quelques cancers qu'on reverra par la suite qui vont évoluer vers l'augmentation et la diffusion. Voici par exemple une jeune femme qui a consulté parce qu'elle avait un aft, entre guillemets, qui ne guérissait pas depuis plusieurs mois et qui était de toute évidence un carcinome épidermoïde. Donc ce cancer, il n'a aucune tendance à la régression et encore moins à la guérison spontanée. Il va s'étendre progressivement et relativement rapidement. Les cellules cancéreuses ont un taux de renouvellement assez rapide. Il va envahir donc localement les tissus avoisinants, puis essaimer par les ganglions et donner des métastases ganglionnaires, puis à distance. Un rappel sur les cancers des voies aérodigestives en France. Il y a environ 15 000 nouveaux cas répertoriés en 2017 et 3/4 de ces cancers vont concerner des hommes. Ça va atteindre la lèvre, la bouche et le pharynx, et chez l'homme, c'est la 5e localisation de cancer. Chez la femme, c'est la 11e localisation dans le rang des cancers. L'âge moyen du diagnostic, il est autour de 60-65 ans. C'est un âge moyen, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas voir de cancer chez des personnes très jeunes et chez des personnes très âgées. Ce qu'il faut retenir et comprendre, c'est que ce cancer buccal, il a d'emblée un mauvais pronostic. Même quand il est correctement traité, c'est un cancer
pour lequel on ne parle pas de rémission complète comme pour certains autres cancers, comme par exemple les cancers hématologiques, où après 5 ans de guérison, les patients sont en rémission. Pour le cancer buccal, on ne parle jamais de rémission complète. De plus, les traitements vont être lourds, souvent lourds, avec des séquelles chirurgicales quand c'est la chirurgie, radiothérapeutique quand on fait de la radiothérapie. Ce sont également des patients chez qui on va avoir un retentissement social important, professionnel, d'où l'intérêt d'un diagnostic très précoce au stade de petite tumeur. Et quand on regarde les taux de survie à 5 ans, on voit que pour la langue, le taux de survie est très mauvais chez les hommes, 35% et 53% chez les femmes. C'est un peu meilleur, mais c'est quand même pas très bon. Pour l'oropharynx, c'est similaire. Et quand on regarde le taux de survie, le pronostic pour les lèvres, on s'aperçoit que là, il est excellent. Donc, pour la cavité buccale, il y a vraiment un problème de diagnostic qui n'est pas fait assez rapidement. Ces cancers dans la cavité buccale, ce sont dans 90% des carcinomes épidermoïdes. Et les autres formes histologiques sont beaucoup plus rares, voire exceptionnelles, comme le mélanome malin ou des métastases. Et donc voilà un chiffre qui est inquiétant ou étonnant, c'est que 70% des cancers de la cavité buccale sont diagnostiqués à un stade tardif et un stade T3, T4. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner les différents stades Alors le stade T, c'est la codification de la taille de la tumeur au moment du diagnostic, donc il y a 4 degrés. T1, c'est moins de 2 cm, donc sa plus grande largeur. T2, c'est de 2 à 4 cm. T3, c'est plus de 4 cm, comme ici par exemple. Ici, vous avez cette énorme tumeur. Si on la mesure dans sa totalité, elle fait plus de 4 cm de diamètre. Et T4, c'est quand cette tumeur a atteint des structures avoisinantes. Et est-ce qu'on connaît les délais dans lesquels on passe d'un stade à un autre ou la vitesse d'évolution des différents cancers? Alors, ceux-là, on ne les connaît pas puisque quand on voit un cancer, on ne sait pas depuis quand il évolue. C'est très variable selon les patients. C'est difficile. C'est difficile. Ça peut prendre plusieurs mois d'évolution avant d'arriver à ce stade, en tout cas. Et à votre idée, quelle est la cause pour laquelle on a un si fort taux de diagnostic tardif? Alors, il y a probablement plusieurs causes. Je pense que j'ai essayé de les résumer sur cette diapo. Il y en a probablement d'autres. Donc voilà de nouveau un énorme cancer chez une personne relativement jeune. On voit au tissu cutané que cette personne est jeune. Les causes sont probablement liées en partie au patient, avec un déni, une crainte de ce cancer. Pour certains, une difficulté d'accès aux soins, pour des causes diverses. On verra qu'il y a certains terrains particuliers pour la survenue de ces cancers buccaux. Et malheureusement, il y a des causes qui sont liées aux praticiens. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, que l'on voit, soit par méconnaissance de ces maladies, soit par défaut d'examen clinique, tout simplement. Parce que la plupart des cancers sont visibles. Tous les cancers sont visibles. Il n'y a pas de cancer invisible. Et dans 90 à 95% des cas, ce cancer, il va avoir un aspect vraiment typique. Vous voyez sur cette photo, il faut le chercher, il est caché, il est énorme, mais il est là. Et il ne devrait pas échapper à un examen de la cavité buccale. Ce carcinome épidermoïde de la cavité buccale a un facteur de risque bien connu, bien identifié. C'est le tabac en première place, en premier lieu, et l'association à l'intoxication éthylique potentialise ce risque.
D'où, pour certains patients dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des patients dans des états précaires socialement, etc., avec des cancers qui évoluent tranquillement vers des stades avancés. On a beaucoup parlé de l'HPV, qui est le papillomavirus, dont on connaît le rôle oncogène dans certains cancers, notamment du col, de l'utérus. Et on s'est posé la question de savoir s'il avait un rôle carcinogène dans les cancers de la cavité buccale, notamment chez les patients jeunes qui ne fument pas. Et son rôle n'a pas été prouvé pour la cavité buccale, alors qu'il est actuellement certain dans la survenue de certains cancers de l'amygdale et du pharynx. Le fait que le tabac soit un facteur de risque important explique que des patients vont avoir, dans 20% des cas, un deuxième cancer en même temps, ailleurs, dans la cavité buccale, dans une autre localisation, ou décalé dans le temps. Alors, quelques fausses idées reçues que je voudrais donner à nos consoeurs, confrères qui sont connectés, c'est que il y a des idées qui traînent et qu'on apprenait jadis et qui ne sont pas vraies. Le cancer buccal saigne au contact. On apprenait ça jadis, c'est pas vrai, ça saigne pas forcément au contact. Hein, c'est pas parce que ça ne saigne pas que c'est pas un cancer. Il est indolore, il peut effectivement être complètement indolore, mais il peut être très douloureux. Ça, c'est quelque chose que l'on voit. Il est induré, bien sûr, quand il atteint une certaine taille, un certain volume, évidemment qu'il est induré, c'est une tumeur. Mais un petit cancer n'est pas forcément induré tant qu'il n'a pas atteint les couches profondes de la muqueuse. Ne touche que les fumeurs, ça c'est bien sûr, c'est faux. Il y a des patients qui n'ont jamais touché une cigarette de leur vie et qui vont malheureusement avoir des cancers de la cavité buccale et ne touchent pas les sujets jeunes, ça je vous l'ai dit, c'est faux également. On a des patients extrêmement jeunes qui malheureusement ont des cancers de la cavité buccale. Ce cancer, il survient le plus souvent sur une muqueuse d'apparence saine, il est mis entre guillemets, parce qu'elle apparaît saine, mais on ne sait pas pourquoi, elle n'est probablement pas si saine que ça, mais en tout cas visuellement elle est saine, et on reviendra dessus après, dans certains cas, il est précédé par des lésions chroniques qu'on appelle maintenant des lésions potentiellement cancéreuses. Donc ce cancer, il est accessible à l'examen clinique. Ces lésions, en tout cas, sont accessibles à l'examen clinique et ça doit permettre un diagnostic précoce. Donc voici, pour illustrer toutes ces fausses idées, ce que je viens de vous dire, cette jeune femme consulte, elle a extrêmement mal ici. Elle a cette lésion un peu inflammatoire qui lui fait extrêmement mal. Elle ne fume pas, elle n'a jamais fumé de sa vie. Et malheureusement, il s'agit d'un carcinome épidermoïde, dont on voit déjà l'infiltration, il fait 1 cm, c'est un T1. Alors, une animation qui va passer. J'aime bien passer cette photo parce que, en fait, faire un diagnostic de carcinome à ce stade-là, c'est facile. À ce stade-là, tout le monde peut le faire aussi. Et en fait, c'est vrai que parfois, quand il nous arrive un événement difficile, voilà, on se dit, on aimerait bien remonter le temps pour faire en sorte que si on avait su, on aurait fait quelque chose avant. Donc ici, on a un carcinome qui est déjà très évolué, dont le diagnostic est malheureusement très facile aussi, et le pronostic mauvais. Donc, si on veut remonter le temps et qu'on veut rendre service à nos patients et qu'on veut les guérir si possible, il faut faire le diagnostic de cancer à ce stade-là. Et c'est très important et c'est là-dessus. C'est vrai qu'à la lumière de ces images, on attend quelques pistes. Voilà, je vais essayer.
En fait, je vais insister sur l'examen clinique, hein, c'est l'élément clé de la prévention, c'est vraiment d'examiner les bouches en fait. C'est le meilleur moyen pour détecter ou remarquer quelque chose de ce qui vous paraît suspect. L'examen clinique, c'est facile, on n'a pas besoin de matériel sophistiqué, hein, il faut un bon éclairage. Ça, tous nos collègues ont ça. Il faut peu d'instruments, il faut un miroir, un abaisse-langue, des compresses pour tirer la langue, un gant, j'ai oublié de mettre, qu'il fallait quand même mettre des gants. Bon, voilà. C'est très simple, c'est indolore et c'est extrêmement rapide. Et si vous prenez la peine de soulever la langue de ce patient, vous voyez qu'il a un tout petit cancer ici, dont le pronostic sera meilleur que si vous le laissez évoluer tranquillement vers un stade plus sévère. Donc c'est facile et rapide. Bon, c'est une photo voilà, qui montre qu'il ne faut pas oublier tous les sites de la cavité buccale, mais ça c'est vraiment avec l'habitude quelque chose que l'on fait en moins de 5 minutes. Hein. Oui, sauf que c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de prendre la compresse et de tirer sur la langue. Oui, donc, je sais. Il faut l'apprendre, il faut vraiment l'apprendre. Parce que les cancers épidermoïdes, hein, CE, passent toujours au début de leur évolution par un stade intraépithélial, c'est-à-dire limité à la petite muqueuse, ce qu'on appelle un carcinome in situ, et ça se voit, c'est quelque chose que l'on voit. Et le diagnostic doit être fait à ce stade-là. Donc je le redis, hein, examen attentif, systématique de la muqueuse buccale, parce que vous pouvez détecter des lésions totalement asymptomatiques, d'autant plus que le terrain s'y prête, et vous allez voir par exemple une lésion qui va persister plus de 10 jours. Une lésion qui persiste plus de 10 jours, c'est dans la cavité buccale, c'est pas normal, sauf s'il s'agit d'une anomalie anatomique, mais ça, on va faire un cours dessus. Mais il faut s'inquiéter d'une lésion qui va persister et ne pas attendre pour agir. Et justement, quelles sont les circonstances de découverte de ces lésions? Elles sont nombreuses et variables. C'est vrai que il faut les découvrir à un stade très précoce. Donc soit c'est, comme cette jeune femme de tout à l'heure, une lésion qui lui fait extrêmement mal, et ne pas se dire je vais lui donner un traitement pendant un mois, puis on verra bien. Non, elle a mal. 10 jours après, si ce n'est pas amélioré avec un traitement local quelconque, il faut s'inquiéter. Et c'est une demande de la patiente. Alors ça peut être, et ça, par contre, ça peut être asymptomatique. Et en fait, là, c'est là que c'est important d'agir, parce que et d'examiner systématiquement les bouches, parce que ces lésions peuvent être totalement asymptomatiques. Et il n'est pas rare que des patients nous soient adressés après qu'on leur ait fait des soins dentaires divers, prothèses, traitement par eau, etc. Et tout à coup, on se rend compte qu'il y a une lésion qui n'a pas disparu pendant toute cette durée de traitement et qui était asymptomatique. Après, quand il y a des signes de cancer évolué, là, ça devient plus évident. Hein. Ce sont des douleurs, ce sont des otalgies, des patients qui ne peuvent plus tirer à la langue est fixée. Enfin là, on est dans des diagnostics malheureusement évidents. Voilà ici, par exemple, cette lésion qui est donc tumorale. Ceci est un carcinome épidermoïde de la gencive, qui pourrait ressembler peut-être, si on a l'habitude, à un abcès, ou voilà. Le praticien a examiné la dent, a fait une radio, il a nettoyé, il a revu le patient une semaine après, ça n'a pas bougé du tout, et donc là, il se dit, ce n'est pas d'origine dentaire, je m'inquiète, et effectivement, il a bien fait, c'était un carcinome épidermoïde. Voilà une autre patiente, pareil, adressée par un chirurgien dentiste, parce qu'elle a une douleur sur le bord gauche de la langue qui ne cède pas, et il trouve cet aspect un peu inquiétant. Il a raison, c'est un carcinome épidermoïde débutant, ici,
chez une femme qui fume des cigarillos. Donc il y avait le terrain déjà qui l'intriguait, et il avait bien fait. Alors Laura D nous pose une question. Envoyer une lésion pour avis. Bien sûr, c'est notre exercice quasiment quotidien de voir des patients pour des avis, absolument. Et ce qu'on n'a pas mis dans, j'y ai pensé après, ce qu'on n'a pas mis dans le diaporama, c'est qu'on a un outil actuellement qui est très intéressant, c'est le smartphone, avec la possibilité de faire des photos. Et on a souvent des collègues ou des jeunes, des internes, etc., qui viennent et qui nous montrent sur leur smartphone des photos qu'ils ont faites pour nous demander des avis. Et quand la photo est de bonne qualité, on peut tout à fait les conseiller. Alors, ce cancer dans la bouche, il va pouvoir atteindre, on va le retrouver sur toutes les localisations avec, par fréquence, hein, la langue et le plancher antérieur sont les deux localisations des carcinomes les plus fréquentes. Les lèvres ne sont pas très loin, mais là, je vous le rappelle, il y a un diagnostic qui est précoce avec un très bon pronostic. Et ensuite, les autres localisations se partagent les fréquences à peu près similaires, hein. Le palais et la gencive ont la particularité d'être sur des os, des structures osseuses, avec des extensions vers l'os qui vont nécessiter des traitements plus agressifs, hein, puisqu'il va falloir retirer l'os si le cancer est invasif. Et puis la joue et la commissure sont moins fréquentes, mais voilà, tout peut se voir. On voit qu'il y a des fréquences variables, mais partout on a quelques Ah oui, cas. aucune zone n'est épargnée. Donc le cancer débutant, celui qu'on veut vraiment détecter, ça peut être c'est une lésion classiquement peu douloureuse, mais parfois douloureuse. Et en fait, elle a des petits caractères, mais voilà, il faut les chercher. Les bords sont un peu surélevés, mais pas tellement, ils ne sont pas éversés. Si on passe son doigt, on sent que c'est un petit peu raide, mais c'est pas dur. Surtout, ça n'a aucune tendance à la cicatrisation. Et il va falloir donc le confirmer, ce diagnostic, par une histologie en faisant une biopsie. Donc voici de nouveau là c'est une petite ulcération qui est carcinomateuse. Il va falloir biopsier ces lésions pour confirmer les diagnostics. La biopsie, donc, c'est un geste, enfin, c'est un examen qui est obligatoire, hein, quand on a une suspicion de cancer. Il va falloir confirmer le diagnostic, même s'il est évident, c'est un intérêt médico-légal, et il faut une technique de prélèvement rigoureuse. Il faut un prélèvement qui est profond, orienté, en limite de lésion, et éventuellement multiple, mais enfin, généralement sur un cancer, on ne fait qu'une biopsie. Alors nous, généralement, on fait la biopsie à la première consultation. On a comme ça un petit gain de temps, hein, parce qu'on va enclencher tout de suite, dès qu'on a cette suspicion, ce qu'on appelle un bilan d'extension. Le patient va être bilanté. Donc, on a fait notre biopsie et j'avoue personnellement, quand le diagnostic me paraît évident, je les prépare tout de suite à malheureusement cette éventualité, sans forcément prononcer le mot. Mais il va falloir lui annoncer avec le résultat de cette biopsie le diagnostic de cancer. Alors il y a eu des recommandations faites par l'INCa en 2005, hein, donc cette annonce nécessite une consultation qui est longue et spécifique. Voilà, donc il y a un dispositif d'annonce organisé qui est mis en place dans les établissements, donc nous dans le service, il y a une consultation dite d'annonce où le patient, dans laquelle le patient a rendez-vous et on va lui annoncer et surtout on va tout de suite lui expliquer tout ce qui va découler de ce diagnostic. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas vous avez un cancer et puis on va s'occuper de vous dans tant de jours. Tout de suite, il sait qu'il va avoir un bilan d'extension, il va avoir
l'explication d'une éventuelle opération ou d'un éventuel traitement, etc. Donc ça demande une coordination interprofessionnelle. Il peut y avoir l'entourage aussi qui peut être présent, etc. La question qu'on nous pose souvent, c'est quand on a fait une biopsie au cabinet ou voilà, dans une structure où on n'a pas de centre ou de service de traitement des cancers. L'INCa dit les médecins généralistes, radiologues ou spécialistes d'organes exerçant en ville, donc un dentiste, sont aussi bien évidemment amenés à annoncer un diagnostic de cancer dans la mesure où il a fait la biopsie et où il a le compte-rendu à annoncer au patient. Parce qu'en fait, le dispositif d'annonce cible plutôt un temps hospitalier. Le rôle de ces praticiens, à ce moment-là, est d'orienter rapidement le patient vers un établissement où il pourra bénéficier de ce dispositif. Donc ça, il est effectivement pas question de laisser le patient dans la nature et lui dire de prendre rendez-vous dans un service quelconque, tout seul, comme ça, perdu. Alors, un rapide mot sur les possibilités thérapeutiques. Le sevrage tabagique, bien sûr, la priorité quand le patient fume. Ensuite, les indications vont dépendre du stade T de cette tumeur, de sa taille, de son extension ganglionnaire, des éventuelles métastases, du terrain, de l'âge, etc., des comorbidités. Et le but du traitement, c'est bien sûr de contrôler et de supprimer cette extension tumorale. Alors, les décisions de traitement, elles sont pas prises comme ça par des gens dans leur box de consultation. Ce sont des décisions pluridisciplinaires. On appelle ça une réunion de concertation pluridisciplinaire. Dans laquelle il y a un chirurgien, le plus souvent un chirurgien, un radiothérapeute, un oncologue, une assistante sociale, un praticien dentiste, il faut remettre en état la cavité buccale, une diététicienne, etc., etc. Il y a beaucoup de monde dans ces RCP et c'est la RCP qui va valider l'indication thérapeutique. Donc voici des séquelles post-thérapeutiques de cancers qui ont été diagnostiqués et traités à des stades déjà, je pense, très avancés. Parce que l'intérêt de la détection précoce de ces cancers de petite taille, c'est déjà d'améliorer le pronostic de survie de ces patients, mais c'est aussi de réduire au maximum ces séquelles post-thérapeutiques. Parce qu'un petit cancer, comme je vous ai montré, qui est opéré, un T1 qui est opéré, le patient va avoir très peu de séquelles, même quasiment aucune séquelle chirurgicale. Peut-être une cicatrice de curage cervical si on a fait le curage, ce qui n'est pas systématique, mais vraiment des séquelles très limitées. Alors que sur des cancers plus évolués, on a des séquelles chirurgicales avec des lambeaux, des chirurgies lourdes, des douleurs, des patients qui perdent des dents, qui perdent des morceaux de mâchoire. Voilà. Et s'ils sont irradiés, parce que parfois la radiothérapie fait suite à ces traitements chirurgicaux, pour compléter, ils ont les séquelles radiques, telles que la xérostomie, les mycoses, les caries, l'ostéoradionécrose, etc., sans parler du retentissement psychologique qu'entraînent ces séquelles. Là, on a vu, à mon avis, le cas des cancers, des petits cancers sur muqueuse de mur saine, facile pour moi à détecter. C'est un peu plus compliqué quand ces cancers surviennent sur des lésions préexistantes qu'on appelle à potentiel cancéreux. C'est ce qu'on appelait avant les lésions précancéreuses, définies par l'OMS comme des altérations tissulaires au sein desquelles le cancer apparaît plus souvent que dans le tissu normal homologue. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Et en fait, ça n'est pas très simple dans la muqueuse buccale. Enfin, l'OMS fait des réunions de travail de temps en temps. Les derniers travaux remontent à 2007. Ils ont décidé de changer le nom
on appelle ça maintenant des affections potentiellement malignes. Je trouve que c'est un peu long, enfin bon. Parce qu'effectivement, quand on dit précancéreuses, ça veut dire qu'elles vont devenir cancéreuses. Or, je vais vous le redire après, dans la majorité des cas, elles ne développent pas de cancer. Donc elles ont un potentiel cancéreux, mais assez faible. Alors ce que nous dit l'OMS, c'est qu'aucun marqueur dans ces lésions ne permet de prévoir la transformation maligne. Donc là, on a déjà une difficulté. Ils disent que le traitement de ces lésions devrait être chirurgical. On va voir que c'est difficile. Et ils disent qu'on ignore si le traitement chirurgical ou de ces lésions permet réellement d'éviter la survenue d'un cancer. Donc on est quand même dans un flou sur ces infections, parce qu'en fait, personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. Alors, quel est l'intérêt du diagnostic des lésions potentiellement cancéreuses? C'est vrai, on se dit, après tout, elles sont potentiellement cancéreuses, il n'y a qu'à les traiter et on évitera l'apparition d'un cancer. J'ai mis un point d'interrogation parce que, malheureusement, le traitement de ces maladies n'est pas forcément la garantie d'éviter l'apparition d'un cancer, et surtout, on va le voir, on ne sait pas vraiment bien les traiter. Donc on en est à surveiller, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille pour détecter et traiter précocement ce cancer. Et c'est là que ça devient peut-être un petit peu plus complexe, hein, puisqu'on examine nos patients. Je le répète, hein, le cancer apparaît le plus souvent sur une muqueuse saine. Ça, c'est sûr et certain. Et effectivement, 20% vont se développer sur des lésions qui sont préexistantes. Et là, par exemple, ce patient qui a une plaque blanche, hein, je vais vous dire qu'il s'appelle une leucoplasie, ici, il a un cancer. Et de même, celui-ci, qui a cette espèce de plaque blanche, ici, il a un cancer. Donc c'est en surveillant ces patients qu'on va essayer d'intervenir, en fait, avant que ce ne soit cancéreux. Alors ces lésions à potentiel cancéreux, donc sont des lésions muqueuses, bien sûr, localisées, mais diffuses, le plus souvent blanches, hein, rouge ou brune, mais le plus souvent blanches. Elles sont chroniques et elles vont intéresser tous les sièges de la cavité buccale. Ces lésions potentiellement cancéreuses, bon, elles étaient définies, on appelait ça des lésions précancéreuses avant, et donc la leucoplasie est la plus fréquente, le lichen pleural est discuté, la chélite actinique est une lésion à potentiel cancéreux, et les autres, en fait, je les ai laissés, mais les autres sont actuellement considérés, le carcinome verruqueux est considéré comme un cancer déjà, superficiel, ainsi que l'érythroplasie, voilà. Mais la fibrose, c'est très particulier, on en voit très très peu, c'est une maladie qu'on voit plus dans les pays en Inde. Alors, ces lésions à potentiel cancéreux, certaines, 20%, vont évoluer vers des cancers. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que le passage de ces lésions à potentiel cancéreux vers le cancer, là, pour le coup, je peux vous dire que ça ne se fait pas rapidement. En combien de temps? Il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour que cette évolution se fasse. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que ça se fait par des phases, ce qu'on appelle de dysplasie, des passages par des phases de dysplasie. Et cette dysplasie, en fait, cliniquement, on va la pressentir, on va la voir, la lésion change. Et donc, avant d'être un cancer, on voit qu'elle a changé d'aspect. Alors, la dysplasie, donc c'est une définition anatomopathologique, donc on va voir dans une biopsie. C'est un trouble acquis de la multiplication cellulaire, donc qui résulte d'anomalies génétiques, ça altère le contrôle de la prolifération cellulaire et ça va donner des anomalies de maturation cellulaire. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les cellules dysplasiques peuvent
inconstamment et dans un délai variable se transformer en cellule cancéreuse, mais ça veut dire que la dysplasie, elle est réversible. Alors que je vous ai dit au début que le cancer, une fois qu'il est là, il va évoluer de toute façon il va évoluer de toute façon, et c'est absolument irréversible. La dysplasie, elle est réversible. Alors là, il y a un schéma qui est intéressant, puisque si on voit, voilà, même sans vraiment bien connaître l'histologie, là, on montre une muqueuse normale. Ici, vous avez ce qui pourrait correspondre à une leucoplasie. Vous voyez, il y a une couche un peu épaisse cornée qui est normale, qui est pathologique, mais qui n'est pas inquiétante. Et puis vont apparaître cette fameuse dysplasie, ces anomalies cellulaires, qui vont évoluer tout doucement. Alors au début, elles sont en bas, là, dans la partie basale de l'épithélium, et puis elles vont commencer à monter un petit peu, dysplasie modérée, et puis elles vont atteindre toute l'épaisseur de l'épithélium, hein, tout ce qui était normal ici est dysplasique, mais là, ici, on n'est pas encore dans du cancer. Et surtout, la membrane basale n'est pas rompue, donc ces cellules, elles restent vraiment dans l'épaisseur. Si on arrive à traiter le patient à ce stade-là, on est très content parce que là, on a toutes les chances de lui éviter, en tout cas, d'avoir un cancer à cet endroit-là. Si on le laisse, on commence à avoir des cellules cancéreuses qui apparaissent, qui restent dans l'épithélium, donc ça s'appelle du cancer in situ, intraépithélial, et si on le laisse, il va devenir... encore dans le précoce. Là, on est encore précoce. Là, on est encore précoce. Là, on est plus précoce. Les cellules ont commencé à envahir la partie profonde de l'épithélium. Donc la difficulté, c'est de repérer cette dysplasie cliniquement, parce que ces patients, voilà, la leucoplasie qui est la lésion vraiment officiellement à potentiel cancéreux, a une définition, c'est une lésion, c'est une définition clinique, c'est cliniquement. Donc cliniquement, on voit cette lésion, cette plaque blanche, et hop, elle est ici. Donc c'est une lésion blanche de la muqueuse buccale qu'on ne peut pas détacher, et pour laquelle on ne va pas trouver de cause autre que le tabac, en sachant que certaines leucoplasies ne sont pas tabagiques. Ça n'est pas toujours très simple. Le tabac est effectivement un facteur de leucoplasie. C'est le témoin du tabagisme, et je rappelle, je pense que c'est la troisième fois, que 90%, 80% des cancers surviennent sans lésion préalable, et que 10 à 20% vont survenir sur des lésions préexistantes. Ici, cette patiente n'a absolument aucune lésion préexistante, elle a fait ce petit cancer, alors que ce patient, donc tabagique, a ce qu'on appelle cette leucoplasie, cette grande plaque blanche du bord et de la face ventrale de la lèvre. Alors, à quelle fréquence c'est survenu? Alors, je vais quand même, avant d'écrire, je vais vous le dire après, parce que c'est compliqué. Donc le tabagisme donne des leucoplasies, bon, certaines leucoplasies sont particulières. Le tabac chiqué, le patient qui met sa chique dans le vestibule, ici, souvent elles disparaissent quand il arrête. L'uranite tabagique du patient qui fume de la pipe, ce qui se fait rare, mais on en voit encore un petit peu. Voilà, ça c'est une leucoplasie du palais et du voile, avec des risques cancéreux voilà, qui existent. Et ici, des petites leucoplasies de lèvres chez des patients, alors ça c'est très rare aussi, qui fument des cigarettes sans filtre. Donc voilà, je vous ai défini la leucoplasie, et la complexité, c'est de comprendre où est cette dysplasie. Est-ce qu'il y en a? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y en a, et qu'est-ce qu'on va faire? Pour savoir s'il y a de la dysplasie, on va se fier, malheureusement, on n'a pas d'autres méthodes, d'autres moyens, à son aspect. Et on va regarder son aspect, et on va définir en fait s'il est, on appelle ça homogène ou inhomogène. Et ici, alors que cette leucoplasie était très étendue, un petit peu surprenante, hein, elle pourrait être inquiétante, en fait elle est très homogène, elle est de surface identique, elle a la même couleur partout, etc. On va préciser sa taille, bien sûr, et on va préciser aussi son siège.
Je vais vous dire pourquoi. Alors, ce qu'on appelle inhomogène, c'est ça. C'est une plaque blanche qui est là, alors que celle-ci est petite. Elle est franchement inhomogène, puisqu'on ne voit plus bien ses limites. On voit des zones un peu plus érythémateuses, on voit des zones un peu plus épaisses, etc. Alors que celle-ci, qui est très étendue, qui est un peu étonnante, hein, c'est une grande plaque blanche, elle est très homogène et elle n'a pas de caractère inquiétant à première vue. Donc, nous, ça va être ça, va être la première chose à analyser, c'est son état de surface, ses bords, son épaisseur, etc. Parce que il va falloir donc, parce qu'en fait, quand elle est inhomogène, ce qu'on suspecte, c'est qu'elle est déjà arrivée dans un état de dysplasie, et peut-être sévère, et peut-être déjà un petit cancer in situ. Et donc, il va falloir biopsier. La biopsie va être fondamentale sur ces aspects inhomogènes. Et justement, alors là, où faire la biopsie? Alors, c'est là que c'est important d'analyser son aspect. Vous voyez, là, ici, la plaque est blanche, et on voit au milieu cette zone un petit peu rouge, hein, et peut-être déjà un petit peu épaisse. Et il va falloir biopsier en plein dedans, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe là. Est-ce que c'est de la dysplasie sévère? Est-ce que c'est déjà peut-être un petit cancer débutant? Ici, c'est également important, cette leucoplasie, vous voyez, elle n'a pas de bord, elle a plein de petites mottes, etc. Il va falloir biopsier dans une zone où on va avoir une petite plaie, ou voilà, une activité qui nous paraît anormale. On peut en faire plusieurs, il est possible d'en faire plusieurs si on a vraiment une inquiétude sur cet aspect. Voilà, là, par exemple, cette patiente avait une leucoplasie et tout à coup sont apparues des zones plus inflammatoires, plus rouges, même douloureuses. Et donc, il fallait biopsier là, et malheureusement, c'était du carcinome in situ. Donc, il y a l'aspect homogène-inhomogène. Il y a deux autres caractères qui sont importants à préciser. Il y a un caractère qui est très important, c'est le siège. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les cancers les plus fréquents, les localisations les plus fréquentes sont la langue et le plancher. Donc une leucoplasie qui va siéger sur ces deux sites va retenir toute notre attention et toutes nos craintes dans la surveillance. Car on sait qu'ils ont un potentiel évolutif plus important à cause de ces cancers plus fréquents. La taille, c'est aussi important puisque l'OMS nous dit qu'il faut les opérer, mais voilà, l'opération a ses limites et des grandes leucoplasies ne seront pas forcément accessibles à un traitement chirurgical simple et non invasif. Le traitement de la leucoplasie, c'est bien évidemment, si le patient fume, ben, il faut qu'il arrête de fumer. Et soit la leucoplasie disparaît, soit malheureusement elle va persister. Et souvent elle persiste, mais bon, pour rester un peu optimiste, je vous ai mis chez ce patient qui fumait une leucoplasie qui a disparu à l'arrêt du tabac. Il y avait cette leucoplasie ici du plancher antérieur, donc vraiment le tabagique. Il a réduit rapidement sa consommation sans l'arrêter complètement, et 2 mois après, la leucoplasie avait très bien diminué en tout cas. Et après plusieurs mois de sevrage un peu difficile, il a arrêté de fumer complètement et sa lésion a disparu. Malheureusement, parfois, elle persiste. Alors, si elle persiste, qu'est-ce qu'on va faire? Si on peut l'opérer parce qu'elle est de petite taille, ou si dans la biopsie on a trouvé de la dysplasie selon son degré, il va falloir bien évidemment débarrasser le patient de cette leucoplasie par un geste chirurgical. Malheureusement, les récidives sont fréquentes, c'est vraiment une maladie muqueuse, hein, il n'a pas arrêté de fumer, et voilà, si on retire cette leucoplasie,
très souvent, j'ai pas les chiffres, mais souvent elle récidive. Il y a un point qui est très important, qu'il faut que je dise à nos confrères et consoeurs, c'est que c'est leucoplasie, on va les surveiller. On va les surveiller, et il y a quelque chose qui est primordial, c'est que le cancer ne va pas forcément apparaître sur la lésion à potentiel cancéreuse. C'est vraiment une maladie muqueuse, toute la muqueuse est malade, et voilà. Donc ça veut dire que quand on surveille une leucoplasie, il ne faut pas juste regarder la leucoplasie, il faut examiner tout le temps toute la cavité buccale, comme on l'a vu tout à l'heure. Et pour l'illustrer, voilà, cette jeune femme suivie pour une leucoplasie, qui elle-même d'ailleurs surveille ça attentivement, et malheureusement son cancer est apparu ici sur la face ventrale de sa langue. Il était petit, et voilà. Donc, si on n'a pas de traitement, malgré l'arrêt du tabac, les lésions peuvent persister. Il va falloir surveiller ces lésions, et seule la surveillance de ces lésions, ici des plaques blanches, des gencives, ici, et ici, malheureusement, un cancer de la gencive. Seule la surveillance doit pouvoir détecter l'évolution cancéreuse de ces lésions. Et c'est là que je reprends votre question. Quel est le rythme de la surveillance? C'est un petit peu compliqué en fait, parce que l'idéal, l'idéal, c'est déjà que ce soit le même praticien qui les surveille, ça c'est important. Mais on a des photos, hein, on a des photographies, et l'idéal, ça serait 2 fois par an. 2 fois par an serait pas mal. Souvent, moi, je demande aux patients, voilà, qui ont une très bonne hygiène, donc un dentiste hein, qui est soigné, d'aller donc chez le dentiste et d'alterner. C'est-à-dire que si vraiment 2 fois par an c'est lourd, on peut dire tous les 6 mois, son praticien, 6 mois, moi 6 mois. Voilà. Après, c'est 2 fois par an, il y a des patients qu'on surveille plus régulièrement, hein, qui ont des leucoplasies très inhomogènes, qui bougent beaucoup, qu'on peut surveiller un peu plus, ou des patients qui ont déjà été opérés, qui malheureusement refont des leucoplasies, donc on ne peut pas les opérer tout le temps, donc on les surveille un peu plus rapprochés. Je vais vous dire un mot de la deuxième maladie qui a un potentiel cancéreux discuté par l'OMS, mais je pense que ce n'est pas tellement discutable. Mais ça, voilà, il faut avoir quelques notions. Le lichen planche, c'est une dermatose, hein, c'est une maladie dermatologique, inflammatoire, chronique, qui peut atteindre la peau, etc., mais qui peut atteindre des muqueuses malpighiennes, et d'ailleurs parfois exclusivement la muqueuse buccale. Des patients, ils n'auront que du lichen dans la bouche toute leur vie. C'est une maladie qui est le plus souvent bénigne, je le mets là, je le remets là. C'est vrai que c'est une maladie qui va être bénigne, elle a un retentissement parfois majeur sur la qualité de la vie, hein, on a des grands lichens très inflammatoires qui sont un peu résistants au traitement, mais ça reste une maladie qui est le plus souvent bénigne, puisque son risque de transformation maligne, on ne le connaît pas très bien, c'est variable selon les auteurs, il est probablement de l'ordre de 1%. Et classiquement sur des formes de lichen particulières. Voilà, c'est ce que je dis aux patients, parce que c'est une maladie extrêmement fréquente, et les patients lisent, regardent sur Internet et tout, donc ils voient tout de suite, la première chose qu'ils voient, c'est que c'est une lésion très cancéreuse, et donc il faut leur expliquer que c'est sur des formes particulières, que tous les lichens sont différents. Certains lichens ont un risque, et ce sont les formes chroniques, érosives, ou atrophiques, qui vont évoluer comme une leucoplasie avec des phases de dysplasie qu'on va voir arriver tranquillement avant qu'il y ait un cancer. Là, malheureusement, ce patient, la première fois qu'on l'a vu, il avait un lichen dans toute la bouche et il avait un carcinome épidermoïde, on pourrait dire qu'il fumait aussi. Mais voilà, il avait un énorme cancer de la langue. Et puis, voilà, des formes atrophiques qu'il va falloir surveiller pour voir si ça bouge. Et quand ça bouge, eh ben, c'est comme dans les leucoplasies, on va chercher des différences d'apparition de plaques
de nodules, d'ulcération, de la base qui s'infile. Donc j'ai mis des petites flèches pour montrer que sur cette plaque blanche un peu atrophique de la langue sur un lichen ancien, ici vous voyez c'est un petit peu épais. Il va falloir biopsier là pour être sûr qu'il ne s'y passe rien ou malheureusement mettre en évidence un début de cancer. Et puis un mot sur la qualité actinique chronique. C'est vrai qu'on en voyait pas beaucoup jadis, on en voit plus maintenant parce qu'il y a un vieillissement de la population et ce sont des lésions chroniques que l'on voit chez des personnes qui ont été exposées aux ultraviolets, donc des professions exposées, mais pas uniquement, hein, les femmes qui aiment beaucoup le soleil, hein, à un certain âge, là, la peau a souffert. Il peut y avoir une intoxication tabagique. Et donc cette kéylite, elle va donner des plaques un peu nacrées qui desquament, un peu épaisses qui desquament, et puis vont apparaître dessus des petites lésions. Et vous voyez pourquoi le pronostic des cancers de la lèvre sont excellents, parce que ça, on ne va pas le laisser évoluer pendant des mois pour avoir un énorme cancer. Et donc c'est accessible à des chirurgies moins délabrantes. Alors la verminectomie, c'est le traitement de la kéylite actinique chronique avant cancer, c'est avant le cancer, donc on retire toute cette plaque blanche, c'est chirurgical, mais là pour le coup ça met à l'abri d'une évolution cancéreuse. Donc en conclusion, ces carcinomes buccaux, alors le diagnostic précoce est le seul gage, en tout cas un des principaux gages d'efficacité dans le traitement de ces maladies, avec un traitement moins délabrant, moins invasif. La prévention est essentielle puisque le tabac reste quand même le facteur de risque majeur de ces carcinomes. Après, en dehors du tabac, c'est effectivement la vigilance de l'examen clinique, la détection des petites lésions qui ne guérissent pas, qui traînent un petit peu. Et pour les lésions à potentiel cancéreux, le rythme de la surveillance, il est compliqué, mais l'idéal, c'est de ne pas dépasser l'année, ça c'est sûr. Et puis, il y a une espèce quand même d'éducation des patients, parce qu'eux aussi voient leurs lésions, hein, ils les regardent, alors sans les inquiéter, mais voilà, en leur disant que si, moi je leur dis, si vous voyez que quelque chose bouge maintenant, vous venez, mais je vous vois tout de suite, et voilà, il y a un climat aussi de confiance qu'il faut, et ils ne nous dérangent jamais, ces patients, et nos consoeurs et confrères ne nous dérangent jamais quand ils sont inquiets sur les lésions. Et donc, nous, c'est des questions aussi qui restent en suspens pour nous. C'est pour ça que j'ai laissé les points d'interrogation. Quel rythme de surveillance? Comment reconnaître ces signes? Il faudrait qu'on ait des outils de surveillance pour mieux examiner, mieux voir ces anomalies cellulaires. Et puis, quel traitement? On n'a pas la réponse, hein. La chirurgie n'est pas le traitement idéal, mais il est indiqué quand les lésions commencent à bouger. Et écoutez, je crois qu'il y en a encore une, parce que quand même, il faut la montrer. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Et puis, alors, donc, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner, pour ceux qui veulent en savoir plus, quel type de formation, comment en savoir un peu plus sur le sujet? La formation, alors, je pense que maintenant, actuellement, nos jeunes confrères et consoeurs qui finissent leurs études ou qui sont encore étudiants, je crois que c'est quelque chose qu'on leur apprend maintenant. Vraiment, ça se développe beaucoup, hein, d'examiner les qualités buccales. Sinon, nous, comme formation, on a un enseignement d'un diplôme universitaire, interuniversitaire, avec la faculté de Tours, de pathologie de la muqueuse buccale, que certains appellent dermatologie buccale. Voilà, c'est un terme que nous, on n'emploie pas parce que je ne suis pas dermatologue. Mais il y a des dermatologues qui maintenant se spécialisent un peu dans cette pathologie également. Voilà, donc ce diplôme il est que vous ouvert à avez tous. brillamment obtenu, je crois.
me souvenir. Et il est ouvert à tous. Oui, il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous, surtout médecins, chirurgiens dentistes, internes, ORL, toute spécialité. On a eu des ORL, on a eu un médecin généraliste qui l'a fait. Voilà, il est ouvert à tous. Et il se fait maintenant, à partir de cette année, de l'année que nous terminons, en un an. Bien, on va vous laisser le mot de la fin. Ne bougez pas. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Donc, je vous rappelle que cette conférence est visionnable à nouveau en replay d'ici 3 jours sur le site de la prévention médicale. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine qui est en juin, mais qui concerne tout à fait un autre sujet puisque cela va concerner les vétérinaires. Merci à tous. Merci.